Ok, merci pour l'introduction et pour l'invitation. Donc, oui, je suis professeur ici depuis quelques mois. Je suis arrivé. Okay. Réalistiquement, peut-être que ce n'est pas exactement ça, mais disons qu'ici, on a des pièces totalement parfaites. Et donc, en moyenne, ça vaut donc 0, puisque plus 1 ou moins 1 a une même probabilité. En moyenne, on aura 0. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner tous les lancers. Donc, c'est somme de i égale à 1 n de pi, je somme. Donc, ça, c'est un nombre qui est entre moins n et n. Et selon les lancers, j'aurai un nombre différent à chaque fois. Et je vais renormaliser par ce 1 sur racine de n, qui est en fait pour plus ou moins d'ordre 1. Bon, ça, pas très important pour les maths ici. Et il y a quelque chose de magnifique, qui est la chose suivante, qui est que si je fais ça, alors là, je fais l'histogramme. Donc, si vous voyez, dans chaque rectangle, je compte le nombre de fois. Voilà, je crois que j'ai pris n égale 50 000, et j'ai fait 10 000 lancers de 50 000 pièces. Donc c'est beaucoup de pièces. Et dans chaque rectangle, je compte le nombre de fois où cette valeur est tombée dans ce rectangle. Okay, et donc on voit qu'on a une courbe comme ça qui est donnée par, la courbe s'appelle gaussienne ou normale, ou une cloche, il y a plusieurs noms, qui est la chose suivante. Donc ce résultat dans ce contexte-là a été prouvé en 1738 par Abraham de Moivre. Et en fait, même si ce résultat maintenant est partout en mathématiques et même en tant qu'application, il a été un peu complètement oublié pendant presque 100 ans et très peu de gens étaient intéressés par ce résultat à l'époque, parce que c'était un résultat que pour les pièces plus ou moins 1, et bon, finalement les gens n'ont pas été très intéressés. Mais ce qui est fort, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre des pièces en fait. On peut mettre plein d'autres choses. Par exemple, je lance maintenant des dés à la place d'une pièce plus ou moins 1. Donc un dé à 6 faces, donc je vais juste mettre le nombre, si ça tombe 1, je mets 1, si ça tombe sur 2, ça met 2, 6, je mets 6. Donc en moyenne, un G vaut 7,5, okay, donc ça ne va jamais exactement 7,5 puisque c'est toujours un entier, mais en moyenne, ça va faire 7,5. Et donc si je prends un D6 et j'enlève 7,5 et je somme ce nombre, et bon, l'écart type doit être mis pour avoir exactement la même courbe, on va tomber exactement sur la même courbe. Okay, donc maintenant je tourne des pièces ou des D6, j'obtiens exactement la même chose. Et on peut faire autre chose. Donc si les gens, par exemple, jouent à Donjons et Dragons, on a des 20 assez communs, on peut faire la même chose. Donc en moyenne, maintenant, ça va 21 sur 2. L'écart type va être différent, mais j'obtiens exactement la même courbe. Okay, donc c'est un exemple d'universalité, c'est-à-dire si je prends des pièces, des dés, des D20, et en fait je veux prendre quasiment n'importe quoi, okay, j'obtiens toujours cette cloche et la courbe gaussienne. Okay. Et donc ça, c'est un théorème. Donc je vous dis que c'est un résultat qui a été oublié. Ça a été repris par Pierre-Simon de Laplace, qui l'a reprouvé pour la loi binomiale, je crois. Et ensuite, pendant tout le XIXe siècle, il y a eu beaucoup d'avancées dans ce côté-là. Et c'est Alexandre Lyapunov qui, plus ou moins, a donné le résultat dans cette généralité et qui a introduit la manière de prouver qui est la meilleure. Donc, quel que c'est ce théorème, alors, il y a peut-être des mots que certains de vous n'ont pas vus s'ils n'ont pas encore fait de cours de probabilité. Mais en gros, si on prend x1, xn et une suite de verbes aléatoires, donc une verbe aléatoire, c'est par exemple une pièce, un dé, quelque chose qui, à chaque fois que je lance, j'obtiens un nouveau résultat. De manière indépendante, donc c'est-à-dire les pièces, bien sûr, le lancer de pièces ne va pas dépendre de l'un à l'autre. Si on suit la moyenne mu et l'écart type sigma, et bien là on a cette chose qui va converger vers la gaussienne. Okay, cette équation, enfin cette convergence est la même chose que dire que cet histogramme a cette courbe. Okay, c'est la même chose, juste mathématiquement de le dire. Okay. Donc il y a une citation très, très belle de Francis Galton, qui était aussi très important en probabilité, qui est la suivante. Alors, donc après le théorème central limite a été prouvé de cette façon-là. Il dit voilà, je connais que très peu de choses qui est si facile à impressionner l'imagination que la forme merveilleuse de l'ordre cosmique exprimée par ce théorème. Okay. C'est la suprême loi de Unreason, je ne suis pas sûr comment de le traduire, mais dès qu'un grand enchaînage d'éléments chaotiques sont pris en main et guidés dans l'ordre de leur magnitude, une des plus belles formes de régularité arrive de manière insuspecte et se prouve de toujours avoir été là. Okay, donc c'est un peu quelque chose de magnifique, c'est-à-dire dès qu'on lance du chaos, qu'on lance la même chose de manière indépendante, ben, quoi que ce soit, on obtient toujours la même courbe, okay, la même fonction gaussienne. Okay, donc c'est peut-être le premier exemple et le plus important d'universalité. Okay, le théorème central limite, et bien sûr il apparaît dans plein d'autres choses, okay. Notamment dans ce talk je parlais de théorie des nombres, le théorème central limite aussi apparaît, si on prend le théorème de Selberg, en statistique, en biologie, en tout et n'importe quoi, le théorème central limite utilisé, c'est la quintessence en fait de l'indépendance. Okay, si on fait des choses de manière indépendante, plein de fois, eh ben, on va souvent avoir la gaussienne qui apparaît. Okay. Donc c'est quelque chose de très important. Ok.
Donc même si ça c'est très important et c'est très beau, et vous allez le voir sûrement, je ne sais pas quelle année vous faites des probabilités de ce niveau, peut-être deuxième, troisième année, ou quatrième année selon les gens, vous allez voir ce théorème, on peut le prouver, c'est pas très difficile. Et là je vais vous présenter une autre forme d'universalité, okay, qui est vraiment très différente, qui n'est pas la gaussienne, et qui est plusieurs lois qui apparaissent de manière mystérieuse, et même si le théorème central limite maintenant est assez bien compris, et notamment pourquoi on a cette gaussienne qui apparaissent, ben, les lois que je vais vous montrer, qui apparaissent un peu partout, on ne comprend pas toujours à 100% pourquoi elles sont là. Okay. Donc l'idée maintenant, c'est de ne plus regarder des lancers de pièces indépendamment comme ça, c'est on peut regarder une matrice. Okay. Donc maintenant, à la place de regarder juste un plus 1, un moins 1, je vais construire une matrice. Donc une matrice, c'est juste un tableau de nombres. Okay. Dans les entrées, je vais mettre des pièces, okay, des lancers de pièces. Donc par exemple, alors la matrice va être symétrique, c'est-à-dire que je vais considérer que le triangulaire supérieur, et après je vais faire un flip, et ce sera une symétrique. Okay. J'ai besoin que du triangulaire supérieur. Et donc je lance des pièces. Donc là j'ai fait par exemple, je crois, face-face, pile-pile, ou le contraire peut-être. Bon, je sais pas, face-face, pile-pile, face-face. Okay. Donc je vais flip la matrice, donc maintenant j'ai une matrice symétrique. Vous voyez, donc ce nombre est égal à celui-là, ce nombre est égal à celui-là, ce nombre est égal à celui-là. Okay, une matrice symétrique. Et bien sûr, on a vu que je mettais face à moins 1, pile à plus 1, je crois. Donc on obtient une matrice avec des moins 1 et 1, 3 par 3. Okay. Donc la matrice en elle-même, bon, c'est intéressant, on peut essayer de prouver plein de choses là-dessus. Mais moi je vais considérer les valeurs propres. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît ce que c'est une valeur propre, c'est la solution d'un polynôme lié à la matrice, okay, qui est déterminant de x fois l'identité moins la matrice. Donc, par exemple, là, je calcule là, donc j'ai x plus 1, le moins 1 devient 1, le 1 devient moins 1, etc., etc. Et je mets x sur la diagonale. J'obtiens un polynôme de degré 3. Et je peux essayer de trouver les racines. Donc là, dans ce cas-là, j'ai moins 1, 2 et moins 2. Okay. Et donc les valeurs propres sont moins 1, 2 et moins 2. Okay. Par curiosité, tout le monde a vu une valeur propre par hasard ou... Ok, il y a majoritairement des oui et il y a quelques non. Donc c'est la solution de cette équation. Donc en gros, de la matrice, on peut trouver un nombre de nombres qui est égal à la dimension de la matrice. Okay. 3 par 3, on aura 3 nombres, etc. Okay. Donc là, je les ai mis sur l'axe, par exemple, moins 2, moins 1 et 2. Okay. Mais bien sûr, vous vous souvenez que là, ce n'est pas vraiment des nombres ce qu'on a dans la matrice, parce que je pourrais relancer les pièces et avoir une nouvelle matrice. Okay. Et donc du coup, de nouvelles valeurs propres. Donc si par exemple, je refais un lancer, et maintenant j'ai face partout et que pile au milieu, okay, ce qui est matrice symétrique encore, et bien je peux résoudre toujours ce polynôme, mais là j'obtiens quelque chose de très différent. Okay. J'obtiens 0, moins 1 moins racine de 7 sur 2, moins 1 moins racine de 7 sur 2. Bon, c'est beaucoup moins joli que bon, c'est pas pour Kirwan, mais bon, que moins 1, moins 2 et 2. D'accord. Mais en particulier, les valeurs propres sont très différentes. Bon, elles sont toutes négatives, okay, ou 0, alors qu'avant il y en avait une positive. Donc on voit que les valeurs propres elles-mêmes sont des variables aléatoires. Elles dépendent de ce que je mets dans la matrice et donc du lancer à chaque fois. Donc à chaque fois que je vais échantillonner une nouvelle matrice, je vais avoir de nouvelles valeurs propres. Okay, et donc du coup, elles sont aussi aléatoires. Et en fait, c'est certaines statistiques de ces valeurs propres qu'on va voir dans cette présentation qui se retrouvent un peu partout et on ne sait pas trop pourquoi. Okay. D'accord. Donc là, on a fait avec une matrice 3 par 3. On va prendre des matrices plus grandes. Alors déjà, on peut se poser la question, je résous un polynôme de degré 3. Okay, là, j'ai trouvé 3 nombres réels, 0, bon, celui-là et celui-là. Avant aussi, c'était 3 nombres réels. A priori, je vais pouvoir avoir des solutions complexes. Okay. Après, il n'y a pas de raison que un polynôme ait pas de solution complexe. Et en fait, non. D'accord. Donc, c'est un théorème qui est très important, qui s'appelle le théorème spectral. Peut-être aussi certains d'entre vous ont déjà vu. Mais si la matrice est symétrique, on peut prouver en fait toutes les valeurs propres sont réelles. Okay. Donc, il n'y a pas de problème. En fait, le théorème spectral est même beaucoup plus fort. Il y a aussi sur les vecteurs propres et sur la diagonalisation, etc. Mais ici, on va utiliser que celui-là. Si la matrice est symétrique, les valeurs propres sont réelles, donc il n'y aura plus de problème. Il n'y a pas possible de nombre complexe. On aura toujours que sur la droite réelle des valeurs aléatoires. Okay. Voilà. Donc, ici, par exemple, on a fait une 3 par 3, mais je pourrais faire une matrice 50 par 50. Alors, bien sûr, je n'ai pas écrit le tableau de matrice 50 par 50, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. On a besoin de 1275 lancers de pièces pour faire ma matrice, puisque que le triangulaire supérieur, il se souvient. Et on obtient 50 nombres là, que j'ai mis sur la ligne. Okay. Donc a priori, il y a peut-être 2 qui sont égales aussi, on ne sait pas, mais bon. On obtient 50 nombres. Et en fait, ce qu'on va faire dans cette présentation, c'est prendre des matrices de plus en plus grandes. Okay. Donc on va prendre de taille n par n, et n va tendre vers l'infini. Okay. Donc ça va être des grandes matrices aléatoires. Donc on va obtenir un tableau de nombres qui est a priori infini à la fin.
Et on aura un nombre qui tend vers l'infini de valeur propre et voir ce qui se passe. OK. Donc, regardons les valeurs propres. Donc imaginons une matrice, j'ai pris une matrice 5000 par 5000. Donc c'est une grande matrice. J'ai dû faire 12 millions et quelques de lancers de pièces pour avoir cette matrice et donc avoir les valeurs propres. Je vais avoir 5000 valeurs propres. Alors ça c'est la matrice est symétrique, ça veut juste dire ça. Je fais des lancers de pièces équilibrés indépendants, donc la moyenne est 0, les lancers sont tous indépendants dans la matrice. Alors il y a quelque chose qui va se passer, c'est que les valeurs propres vont être de plus en plus grandes. La plus grande elle va exploser d'ordre racine de n. Donc je fais 1 sur racine de n pour éviter ça. Donc là maintenant j'ai des valeurs propres qui sont, on va voir, d'ordre 1. Et en fait j'obtiens ça. Donc là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'histogramme, donc dans chaque rectangle, j'ai compté le nombre de valeurs propres qui tombent dans le rectangle. C'est normalisé, donc ici vous n'avez forcément pas 2000 ou 5000 ou quoi que ce soit, mais c'est normalisé pour que l'air sous cette courbe soit 1. Mais on obtient ça. Donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de valeurs propres autour de 2. Il n'y a d'ailleurs aucune valeur propre qui est loin après 2, ou il n'y en a aucune après moins 2. Il y en a un tout petit peu là. La majorité est un peu au milieu, là, entre moins 2 et 2. Et vous pouvez tenter de savoir ce que c'est cette courbe. C'est pas très dur, en fait, c'est un semi-cercle. Donc les valeurs propres vont dépendre de cette fonction-là, qui est, ça c'est l'équation d'un semi-cercle, donc 4 moins x2. Je mets que la partie positive parce que la racine carrée doit être bien définie. Et donc là, il n'y a plus rien. Là, c'est 0 et 0 ici. 1 sur 2pi, c'est juste pour que ce soit d'air 1. J'ai normalisé pour que l'air sous la courbe soit 1. Donc c'est un résultat assez étrange en regardant, et pas trop de raison d'avoir un semi-cercle. Mais si on regarde les valeurs propres, on obtient ça. Donc ce théorème, il a été prouvé en 1955 par Eugène Wigner, qui est un physicien très connu. Il a notamment eu le prix Nobel pour d'autres raisons encore. Et en fait, il a même prouvé qu'il n'y a pas besoin de lancer de pièces ou de quoi que ce soit. Quoi qu'on mette un peu dans la matrice, on obtient ce semi-cercle. Donc si on prend une matrice symétrique de taille n par n, les entrées sont indépendantes. Moyenne 0 et d'écart type 1, voilà, j'ai normalisé. Alors les valeurs propres, le nombre de valeurs propres dans un intervalle converge vers l'intégrale de ce semi-cercle. Donc ça veut juste dire qu'on a vraiment le semi-cercle. Donc par exemple là je l'ai fait avec j'ai mis une matrice 5000 par 5000 avec un D6 ou un D20 et on obtient à chaque fois ce semi-cercle. Mais on pourrait mettre par exemple des gaussiennes dans les entrées, des lois, ce que vous voulez en fait, on aurait obtenu un semi-cercle. Donc une chose intéressante, c'est que je mets universel ici, je l'ai mis en italique. Parce qu'en fait c'est pas vraiment vrai. C'est pas ça qui est vraiment universel dans les matrices aléatoires, c'est pas ce semi-cercle. Donc, il y a toujours une universalité, puisqu'on peut changer les variables aléatoires, on obtient toujours un semi-cercle, donc c'est un exemple d'universalité. Mais en fait, c'est assez facile à casser. Alors que le théorème central limite, par exemple, est très difficile à casser. Par exemple, si on prend une matrice au lancer de pièces, donc je mets plus ou moins 1 partout, et je regarde les blocs, donc c'est un bloc n sur 2, 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 n sur 2. Donc je divise en 4 ma matrice. Et ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 4 que le premier coin. Donc forcément, le théorème d'avant ne marche plus, parce que l'écart type n'est pas 1 partout. L'écart type est 1 ici, mais là il est 4 du coup. Et si on met les valeurs propres, je fais quelque chose de très différent, j'obtiens là ce chapeau comme ça, qui est entre à peu près moins 6 et 6, je crois que c'est moins 5.8, quelque chose comme ça. Mais on n'obtient plus du tout le semi-cercle. Donc, ce n'est pas vraiment universel, parce que notamment la loi gaussienne, si je fais un théorème central limite, et je prends mes n lancers de pièces, mais la moitié des premiers, je multiplie par 4, je pourrais faire ça, j'obtiendrai toujours une gaussienne, juste multipliée par une constante. Et je peux changer cette constante. Mais ici, on voit que ce n'est pas un cercle qui est juste multiplié par une constante, c'est quelque chose de très différent. Ce n'est pas juste un plus grand cercle ou un plus petit cercle. On obtient ce chapeau qui est très différent. Donc, cette loi du semi-cercle n'est pas vraiment universelle. Et en fait, il faut regarder à une différente échelle les valeurs propres pour voir la vraie universalité. Donc, la véritable universalité, elle vient à une différente échelle. Et donc là, je vous explique un peu, même d'un niveau physique en fait, et aussi en mathématiques, on a 3 niveaux de regarder les valeurs propres. Le premier niveau, c'est l'échelle macroscopique. Ça veut dire qu'on regarde toutes les valeurs propres, c'est ce qu'on a fait en fait, ou peut-être la moitié, le quart, mais en tout cas quelque chose qui est d'ordre n. Donc par exemple, c'est ce qu'on a fait ici avec le théorème de Wigner, on a regardé toutes les valeurs propres, et on a vu que ça tendait vers un semi-cercle.
Mais en fait, il y a deux autres échelles. Il y a l'échelle microscopique, qui est qu'en fait, on regarde un nombre fini de valeurs propres. Par exemple, je regarde 5 ici. J'ai zoomé, vraiment très très loin, j'en avais 5000, mais j'ai zoomé, maintenant j'en ai que 5. D'accord. Et donc là, on est échelle microscopique. Okay. Il y a aussi une autre échelle, que je ne vais pas parler en fait dans la présentation, qui est l'échelle mésoscopique, qui est en fait entre les deux. Par exemple, si je prends racine de n, ou n puissance 1 tiers, ou n puissance 2 tiers, valeurs propres, j'obtiens un certain nombre. Et il y a aussi des choses intéressantes qui se passent là. Mais ici, on ne va pas en parler. Donc en fait, dans ce talk, on va parler de l'échelle microscopique. On va vraiment regarder une valeur propre ou deux valeurs propres et voir ce qui se passe là-dessus. Et notamment, on va regarder deux exemples. On va regarder la plus grande valeur propre, okay, donc celle qui était proche de 2, qu'on a vu, okay, qui est lambda n. Et on va aussi regarder l'espacement entre les valeurs propres. Donc lambda i plus 1 moins lambda i. C'est-à-dire pas forcément la position de ça et ça, mais quelle est cette distance entre ces deux points. Donc forcément, cette distance, elle est aléatoire aussi. C'est une loi de probabilité. Et on va voir à quoi elle converge, à quoi elle ressemble. Et en fait, elle apparaît mystérieusement dans plein d'autres domaines. Mais on ne sait pas trop pourquoi. OK. Donc, le premier, on va regarder la plus grande valeur propre. Donc, la plus grande valeur propre, si vous vous souvenez de l'histogramme, on voyait qu'elle tendait vers 2, ça avait l'air plus ou moins, okay, il n'y avait pas de valeur propre après 2. Et en fait, ça a été prouvé bien après Wigner, okay, par Furdy et Komlosch. Donc, c'est un exercice de combinatoire, en fait, qu'ils ont fait. Et on peut prouver que la plus grande valeur propre converge vers 2. Okay, ça, on peut se prouver. Mais en fait, ce n'est pas très important, parce que, si vous vous souvenez, je dis qu'on peut casser le semi-cercle facilement, et ici, on n'a pas le semi-cercle. On a bien entre moins 6 et 6, à peu près. Donc, le 2 n'est pas important. En fait, ce qui est important, c'est comment la plus grande valeur propre fluctue autour de 2. Okay. Comme le théorème central limite, on fluctuait autour de la moyenne, okay, on enlevait la moyenne et on regardait comment ça fluctuait. Et bien, ce qui est important, c'est comment ça fluctue autour de la 2. Et là, il y a une nouvelle loi qui a été créée. Donc, si on regarde lambda n moins 2, donc ça maintenant c'est très petit, okay, ça tend vers 0. Par ce théorème-là, on sait que ça tend vers 0. Alors je l'explose un peu pour que ce soit d'ordre 1, et ça, bon, c'est un peu compliqué, mais c'est n de tiers. Okay, ça, c'est déjà dur à prouver que c'est n de tiers, mais voilà, on peut prouver ça. Et donc, en fait, si on regarde ça, eh bien, on obtient une fonction okay, qui s'appelle TW. Je vais l'appeler TW pour Tracy et Widom, parce que c'est eux qui l'ont un peu défini d'une manière correcte dans les années 90. Et je ne vais pas vous la définir parce qu'elle est extrêmement compliquée, d'accord. Même moi, je comprends à moitié la définition, d'accord, donc ça ne sert à rien. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans des problèmes qui n'ont aucun rapport avec les matrices aléatoires, on la découvre aussi, d'accord. Et même maintenant encore plus en physique, dans tous ces domaines-là, elle apparaît à de nombreux endroits et on ne sait pas trop pourquoi. Okay, les problèmes que je vais vous expliquer, on comprend assez maintenant, parce qu'en fait l'algèbre qui est cachée derrière tout ça est similaire, okay, c'est des papiers de très haut niveau, mais on va voir ça. Donc à quoi elle ressemble, même si elle est compliquée, je peux vous la montrer. Donc elle ressemble à ça. Là pareil, j'ai fait 2000 échantillonnages d'une matrice 500 par 500, okay, donc j'ai tourné ça, et à chaque fois j'ai regardé, j'ai fait lambda n-2, n de tiers, et j'ai regardé pareil dans chaque rectangle combien de fois elle tombait. Okay. Alors si vous êtes par exemple ceux du fond là, peut-être vous croyez que c'est une loi gaussienne, ça ressemble un peu à pareil, à une cloche, plus ou moins. Et en fait, pas du tout, d'accord, c'est pas du tout ça. Si vous regardez un peu plus précisément, alors voilà, le pic est à peu près en négatif, là, à peu près. Et vous voyez que pour aller de ici à 0, elle fait 1, 2, 3, disons 4. Pour aller ici de 0, elle fait 1, 2, 3, 4, 5. Okay, donc elle est pas symétrique, okay, elle décroît plus rapidement à gauche qu'à droite. Et elle est assez particulière. Okay, donc ça, c'est un exemple avec un lancer de pièces. En fait, il y a plusieurs fonctions TW, mais ça, c'en est une. D'accord ? Ça, c'est l'écart de 2. C'est l'écart de 2 entre la valeur propre. Ouais. Et explosé par n puissance 2 tiers pour avoir quelque chose d'ordre 1 ici. Sinon, ça serait très petit. Mais on serait la même courbe. Quoi. Mais, ouais. Donc c'est l'écart entre lambda n et 2. Alors, d'abord, la première question, c'est la même que j'ai pour le central limite. Si dans la matrice, je mets autre chose que les lancers de pièces ou que des gaussiennes ou que ce soit, est-ce que j'ai toujours Tracy-Widom ? Et donc ça a été prouvé par Sacha Sochnikov en 99. Donc par exemple pour les pièces, les D6 ou les D20, ça marche. Alors il y avait quand même une condition qui ensuite a été enlevée par beaucoup de co-auteurs, enfin de co-auteurs, pas de co-auteurs mais d'auteurs.
D'accord? Et en fait, c'est des choses qui sont encore d'actualité. Okay? Là, dans les listes que je vous ai mis, il y a des papiers de 2019, 2020, qui consistent encore à prouver Tracy Widom pour d'autres types de matrices. Okay? On ne sait pas encore tout, il n'y a pas un théorème qui dit quoi qu'il arrive, on a Tracy Widom. Okay? Mais on commence un peu mieux à comprendre pourquoi. Okay? Parmi ceux-là, c'est des gens très très forts. Terry Tao, peut-être vous connaissez, notamment une Mary Fields, et beaucoup de gens ont de nombreux prix parmi ces auteurs. Donc, cette loi de Tracy Widom, elle est assez comprise pour les matrices. D'accord? Donc, si on garde une matrice et on change ce qu'il y a dedans, eh ben, si on ne change pas trop, on a toujours Tracy Widom qui apparaît. Mais maintenant, la chose mystérieuse, c'est qu'elle apparaît à des autres endroits qui n'ont aucun rapport avec les matrices. Okay? Donc là, on va voir ça maintenant. Donc le premier, c'est une sorte de problème combinatoire, qui est un jeu de cartes. Okay? En gros, c'est un jeu de solitaire, un peu, qui est la chose suivante. Donc, on prend n cartes, qu'on numérote de 1 à n. Là, par exemple, je vais prendre les trèfles. Donc, moi, je considère l'as le plus grand. Okay? Donc, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, valet, dame, roi, as. Okay? Et on fait le jeu suivant. Donc, on mélange le jeu et on va tirer la première carte. Donc, par exemple, c'est un 9. Okay? Et on va le poser sur la carte, sur la table. Donc là, j'ai le 9. Okay? Donc, je tire la deuxième carte, j'obtiens un 5. Et je dis, si la prochaine carte est plus petite que la précédente, je la place au-dessus. Donc là, je la place au-dessus. Maintenant, je continue, j'ai une dame. Alors, la dame est plus grande que le 5, donc je ne peux pas la mettre au-dessus. Donc, je la mets à droite du 9. Okay? Je crée une nouvelle colonne. Et je continue, le 2 est plus petit que le 5, donc je la place au-dessus. Ensuite, le valet, bon, il est plus grand que le 2, mais il est plus petit que la dame, donc je le mets là. Le roi est plus grand que tout le monde, donc je le mets à droite. Là, c'est plus grand que tout le monde, donc je le mets à droite. Le 3, alors il est plus grand que celui-là, mais il est plus petit que le valet, donc je le mets là. Le 4, je le mets au-dessus du roi. Et le 8, je le mets au-dessus de l'as. Le 6, du coup, je le mets au-dessus du 8. Et le 7, je ne peux pas le mettre là, je ne peux pas mettre là, je ne peux pas mettre là, je ne peux pas mettre là, donc je le mets à droite. Et le 10, pareil, je le mets à droite. Okay, donc on obtient ce tableau. Okay, donc c'est un tableau de cartes. Et en fait, le but... bon, il n'y a pas de gagnant dans le jeu, en fait. Et le but du jeu, c'est de voir la longueur de cette plus grande... de cette ligne. Okay, la première ligne qui est la plus grande. Okay, de voir la longueur. Alors, forcément, si mon mélange, par hasard, avait été exactement de 2 à as, eh ben, j'aurais fait 13 la ligne, okay, parce qu'ils sont tous plus grands l'un que l'autre dans l'ordre, donc j'aurais fait une longue ligne. Si c'était dans l'ordre décroissant, si c'était de as à 2, ben, j'aurais fait qu'une colonne, et donc ça aurait été 1. Okay, donc on voit que c'est entre 1 et 13, les deux sont possibles. Et là, dans mon cas, j'ai eu 6. D'accord. Donc voilà, Qn égale 6, la longueur de la première ligne. Donc, comme j'ai dit, Qn dépend du mélange. J'aurais pu avoir 1, j'aurais pu avoir 13, j'ai eu 6, j'aurais pu avoir voilà, n'importe quel nombre entre 1 et 13. Donc, qu'est-ce que c'est un mélange en fait de cartes? C'est juste une permutation. Donc, qu'est-ce qu'une permutation? C'est une bijection de 1n à 1n, c'est-à-dire j'ai toutes mes cartes de 1 à n, et pour chaque carte, j'ai une position qui est entre 1 à n dans mon échange. Okay, donc, c'est une permutation. Donc, on peut compter le nombre de mélanges, c'est la factorielle, vous avez peut-être sûrement vu ça aussi, certains d'entre vous, qui est le produit de n à 1. Donc par exemple pour 13, on a déjà 6 milliards, 200 millions de mélanges, donc déjà c'est beaucoup. Pour un jeu à 52 cartes, je crois que c'est l'ordre de 10 puissance 86 ou quelque chose comme ça. Donc si vous mélangez un jeu de cartes, vous n'aurez jamais le même mélange dans votre vie, vous pouvez savoir ça, si vous mélangez bien. Et donc là, dans ce cas-là, on va compter un peu de probabilité, okay, on va mettre dans les probabilités. On va dire, on fait un mélange uniforme, donc tous les mélanges ont la même probabilité d'arriver, okay, donc ça veut dire 1 sur n factoriel. Parce qu'il y a n factoriel mélange, donc je prends toute la même probabilité à chacun. Et je regarde, et bien la longueur de cette plus grande ligne tend vers Tracy Widom aussi. Okay, alors je dois centrer par un 2 racine de n, il y a n-6, mais ça c'est pas important, ne vous occupez pas de ça. On obtient Tracy Widom. Okay. Donc c'était un papier dans le 99 par Baek, Dave et Johansson, aussi des mathématiciens très, très forts. Et c'était un résultat très très beau, parce qu'à la base, il n'y a aucun rapport avec les matrices aléatoires, et pourtant, on obtient la même distribution que cette valeur propre. Okay, alors, il y a quand même une sorte de plus grande longueur, puis il y a plus grande valeur propre, ces choses sont un peu reliées de cette façon-là, mais au fond, le mécanisme derrière a une algèbre similaire, mais assez mystérieuse que c'est exactement la même chose qui apparaisse, okay, parce qu'à la base, il n'y a pas trop de raison. Donc, regardons un autre système où ça apparaît, avec des particules qui vont bouger. Okay, donc, je place des particules sur les entiers de 0 à n, pas 0 à l'infini en fait, je mets une effet de particules à droite, okay, et je vais faire la chose suivante. À chaque étape,
il y a une particule qui va sauter. Et elle peut sauter qu'à gauche. Et elle peut sauter que s'il n'y a pas personne à gauche. Donc on ne peut pas avoir deux particules sur le même site. Okay. Bon, ben là, si vous regardez, il n'y a qu'une possibilité. C'est celle-là qui doit sauter à gauche. Okay. Donc, il n'y a que celle-là possible. Là, maintenant, la deuxième étape, il y en a deux qui sont possibles. Celui-là pourrait continuer à sauter à gauche, mais celui-là aussi peut sauter à gauche. Okay. Donc là, on choisit uniformément. On choisit un des deux. On lance une pièce, plus ou moins 1. Et donc là, par exemple, c'est celui-là qui a sauté. Là, maintenant, il y a celui-là et celui-là qui peuvent sauter à gauche. Donc on continue, par exemple, celui-là saute à gauche. Et là, on a 3 possibilités. Celui-là pourrait sauter à gauche, celui-là pourrait sauter à gauche, celui-là pourrait sauter à gauche. Et je continue comme ça à l'infini. Okay. Je continue à des particules qui sautent. Donc c'est un nom, cette chose. Okay, c'est proche de ce qui s'appelle, alors en français, un processus d'exclusion symétrique. Non, un processus d'exclusion simple totalement asymétrique. Okay, c'est le nom. Un TACEP en anglais. Ça aussi s'appelle les marcheurs vicieux, okay, parce que les particules sont vicieuses parce qu'on ne peut pas aller deux ensemble, okay, sinon elles vont se tuer. Donc c'est un peu, ça, ce nom, Fischer a introduit ce nom de marche vicieuse. Okay. Voilà. Mais on pourrait continuer à l'infini. Et en fait, donc là par exemple j'ai fait continuer 1. Et si on regarde la distance de cette particule-là, la plus grande, à 0, donc combien elle a parcouru le long, et bien on obtient aussi Traceoidum. Okay. Encore une fois, c'est assez mystérieux. C'est posé par Gino Bike et Eric Reint. De manière mystérieuse, dans ce système de particules, on obtient la loi de Traceoidum. Alors là, je vous ai donné 2 problèmes qu'on sait résoudre. Donc, c'est des théorèmes, c'est des choses qu'on a su faire. Maintenant, je vais vous montrer un qu'on ne sait pas faire. Okay. Alors, c'est un autre. Donc, imaginez, on a... Alors, bon, je ne savais pas qu'il avait un nom en français, mais j'ai trouvé Macaron le glouton. Donc, le Cookie Monster de Sesame Street, voilà, donc MLG, comme on l'appelle, si on le connaît. Donc, il va se déplacer sur une grille. Okay, donc, il commence à 0, 0, et il finit à NN. Okay. Et ce qui va se passer, il peut aller que par le haut et par la droite. Okay, donc, il peut faire haut, droite, droite, haut, droite, haut, par exemple. Il ne peut pas aller à gauche, il ne peut pas aller en bas. Il peut tout le temps qu'aller en haut et à droite. Et sur chaque point de la grille, on met un nombre aléatoire de cookies. D'accord ? Donc là, par exemple, il y a 2 cookies au début, il y en a 5 à la fin. Donc celui-là, il est garanti de les manger, parce que c'est le début et la fin. Et après, il y a plein de différentes assiettes avec une pile de cookies différentes. Et son but, c'est de manger le plus de cookies, bien sûr. Donc il doit trouver le chemin qui fait que en haut et à droite, où il va manger le plus de cookies possible. Alors on peut essayer de regarder. Normalement, je l'ai construit pour que ce soit facile pour moi de le faire. Donc vous voyez, là, il peut aller tourner à droite, il en mange 5. Ou aller en haut, il en mange 2. Mais s'il va aller en haut là, à 2, bon, il 4, mais le 4, on peut l'avoir par le 5. Le 3, on peut avoir 6 à la place. Donc je pense que c'est mieux qu'il mange à 5, puis qu'il aille à 4, qu'il aille à 6. Et là, il fait soit 4, 2 ou 5, 2. Bon, 5, 2, c'est plus grand, c'est 7 cookies. Donc à la fin, il va faire ce chemin. D'accord ? Donc il va faire 2, 5, 4, 6, 5, 2, 5. Et il va manger 29 cookies. Okay ? Donc c'est le maximum de cookies qu'il puisse manger. Et n'importe quel autre chemin, je pense que ça serait moins de cookies. Et bien en fait, si on regarde le nombre maximum de cookies qu'il puisse manger, et bien ça aussi c'est donné par Traceoidum. Okay. Mais de manière très particulière, on s'est prouvé que dans un cas, en fait 2 cas, qui est la suivante, si le nombre de cookies a une certaine probabilité, ça s'appelle une loi géométrique. Okay. La probabilité que le nombre de cookies soit égal à k est égal à ça. Et bien on sait le prouver que c'est Traceoidum, c'est un résultat de Kurt Johansson qu'on a vu aussi avant. Mais en fait, si on suppose que c'est universel, okay, on suppose que ça ne devrait pas dépendre en fait, de comment on met les cookies, mais on n'a aucune... C'est un problème très ouvert, okay, qui est très important dans le domaine. Ça s'appelle la percolation de dernier passage. Okay, les cookies, c'est pour vous, normalement c'est autre chose. Mais c'est quelque chose de très ouvert. Okay, c'est une grosse conjecture, donc peut-être que l'un d'entre vous, je vais peut-être guider qui, mais le résoudra dans quelques années. Mais c'est quelque chose de très très ouvert. Okay. Et donc encore Traceoidum apparaît de manière mystérieuse. Donc là je vais parler de cette loi de Traceoidum, je vais donner 3 exemples où elle apparaît de manière un peu comme Galton disait unsuspected, par des problèmes de combinatoire. Et maintenant je vais vous parler d'une autre statistique des valeurs propres qui était l'espacement entre les valeurs propres. Et en fait, ça c'est peut-être encore plus mystérieux. Où est-ce que ça apparaît ? D'accord ? Donc,
Donc qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder l'espacement entre deux valeurs propres. Donc, par exemple, je prends ceux du milieu. Okay, je prends le n sur 2, donc n sur 2 plus 1. Il faut qu'on choisisse 1, je prends celui du milieu. C'est plus facile, disons. Alors, c'est assez logique de multiplier par n, parce que si vous vous souvenez, on a un semi-cercle comme ça. Donc on a entre moins 2 et 2, on a n valeurs propres. Donc si je regarde l'espacement entre deux valeurs propres, typiquement c'est 1 sur n. Parce que s'il y en a n valeurs propres dans un truc à 4, on sait 4 sur n peut-être, mais disons c'est à peu près ça. Donc je vais multiplier par n pour avoir quelque chose qui est d'ordre 1. Donc c'est l'espacement entre deux valeurs propres et je l'explose à n. Et j'obtiens cet histogramme. Donc encore une fois, chaque rectangle c'est le nombre de fois où c'est tombé dedans. Et donc on obtient ça. Alors si on regarde quelque chose d'important déjà qui est en fait dans cet histogramme, qui est la raison pour laquelle Wigner a choisi ces matrices aléatoires au début, c'est que ça a tendance à ne pas vouloir être très proche, les valeurs propres. Okay, ça décroît vers 0 à 0. Donc les valeurs propres ne veulent pas être très proches. Il y a une répulsion entre les valeurs propres. Alors là, c'est linéaire. Elles ne veulent pas. Okay, bien sûr, elles ne veulent pas être trop grandes, parce qu'il y en a plein, donc il faut qu'elles soient tous ensemble côte à côte. Mais on a ça. Donc Wigner, il a vu ça, et il s'est dit, je pense que la courbe, c'est ça. Donc il a dit, voilà. Et ça a l'air d'être bon, parce que c'est très très bien. En fait, comment il a trouvé ça? Il a fait une matrice 2 par 2, et on peut le calculer, on obtient exactement ça. Et il a dit, je pense que n égale 5000, c'est la même chose. Donc, c'est un physicien, donc ils ont tendance à faire ces raisonnements-là. Et Wigner, c'est peut-être un génie, mais il a eu tort cette fois-ci. C'est pas cette fonction. En fait, il faut attendre quelques années plus tard, c'est Michel Gaudin qui a trouvé cette solution-là. Et cette fonction, elle s'appelle Gaudin. Enfin, je l'appelle Gaudin. Et en fait, elle est très compliquée encore. Comme matrice Seewiedom, c'est une fonction qui est très compliquée en tant que déterminant de Fredholm, et des dérivés déterminants de Fredholm, etc. C'est très compliqué. Mais il y a une expression, et en fait, d'ailleurs dans ce papier-là, il a aussi prouvé que c'est, je crois, moins de 5% proche de celle-là. Donc en fait, les gens, quand ils veulent considérer cette fonction, ils ne regardent pas la vraie, ils regardent celle-là, parce que c'est beaucoup plus facile. D'accord ? Parce que de toute façon, c'est la même quasiment. Et en fait, c'est cette fonction-là qui apparaît un peu mystérieusement dans d'autres domaines et un peu partout. Donc la première chose à se poser la question, c'était, voilà, là j'ai fait une matrice avec des plus ou moins 1 dans les entrées, les pièces. Est-ce que si je change les entrées, est-ce que j'aurai toujours cette courbe exactement? Et donc ça, c'est Wigner, Freeman Dyson et Madame Lalmetta qui ont conjecturé ça. Alors ils ont dit, voilà, je pense que ça ne devrait pas dépendre de l'aléatoire de la matrice. Et en fait, ils ont même dit plus que ça. Ils ont dit que n'importe quel système quantique en désordre, alors si vous voulez un système quantique, c'est juste des électrons qui vont bouger entre eux. Et en désordre, ça veut dire qu'on ajoute de l'aléa. Donc imaginez qu'on a un électron qui se déplace dans un métal, mais en plus le métal il est un peu cabossé. Donc il n'est pas exactement plat et parfait, on le cabosse de manière un peu aléatoire. Donc maintenant l'électron, la dynamique est plus compliquée. Mais en fait, ces trois ont supposé que quoi qu'il arrive, s'il y a assez de désordre, on aura la même chose qui est cette loi de Gaudin. Alors ça, c'est quelque chose qu'en physique n'est même pas prouvable, parce qu'ils pensent que c'est pour tous les systèmes quantiques en désordre, mais pour l'instant, ça a l'air d'être plus ou moins vrai. C'est-à-dire qu'on prend n'importe quel système quantique, les gens font des expériences, et la courbe qui apparaît, c'est un peu tout le temps celle-là. Donc c'est quelque chose d'assez beau qui vient de là. Mais d'abord, pour les matrices aléatoires, donc là, par exemple, j'ai fait 3, donc j'ai fait la pièce, le D6, le D20, on obtient toujours la même courbe. D'accord ? Je me suis un peu raté, l'échelle n'est pas la même, mais c'est la même courbe. Ça ne va pas avoir la même hauteur, mais c'est bien la même courbe. Et donc ça a été prouvé en fait assez récemment. Donc pour les matrices aléatoires, ça a été prouvé notamment par Laszlo Erdős et Htiyao. Pour le GAP, c'est 2012, mais en fait il y a eu des papiers après pour encore en plus généralité, et c'est encore d'actualité en fait de prouver cette universalité-là. Je travaille notamment dans ce domaine. Mon directeur était un élève de Htiyao, et c'est un peu la même famille dans ce domaine-là. Et ils ont fait un programme de recherche assez intense pour essayer de prouver cette chose. En gros, que si on met une pièce, un D6, un D20, quoi qu'il arrive, on obtient toujours la même fonction qui est cette fonction Gaudin. Donc même si c'est Wigner, Dyson, Metta ont fait cette conjecture dans les années 60, ça a mis 52 ans, 50 ans à être prouvé. C'est quelque chose qui a été très très dur.
Mais ça a finalement réussi à craquer le problème, envers par des idées de Dyson, d'ailleurs, qui avait une idée de comment prouver, en physique, disons, mais ça a mis 50 ans mathématiquement à prouver de cette façon-là. Donc c'est quelque chose de très compliqué. Mais ça a été fait. Et comme je vous l'ai dit, la conjecture, elle est au-delà de ça. C'est pour n'importe quel système quantique en désordre. Et ça, c'est plus une croyance qu'une conjecture, d'accord. C'est un peu qu'on a un système quantique en désordre, on ne sait pas quoi faire, et ben on prend une matrice aléatoire et on pense que c'est la même chose. D'accord. C'est un peu ce que les physiciens font beaucoup. Ok. Donc, où est-ce que ça apparaît en premier et pourquoi ça a été trouvé en fait et pourquoi ça a commencé à être étudié ça c'est par Wigner. Donc Wigner, je vous ai dit, qu'il a fait cette loi du semi-cercle en premier, mais en fait il s'en foutait un peu du loi du semi-cercle. Ce qu'il voulait, c'était vraiment l'espacement entre les valeurs propres et ce genre de choses. Et c'était pour étudier les noyaux lourds. Donc par exemple, c'est-à-dire quoi les noyaux lourds, disons, par exemple, d'ailleurs l'exemple qui est souvent pris, c'est l'uranium 238, d'accord. Donc si on veut étudier ce qui se passe pour un noyau très lourd, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de neutrons, d'accord, et bien alors c'est très compliqué. Et donc Wigner, il y a une citation assez connue, voilà, donc il dit voilà, peut-être que je suis maintenant trop courageux à essayer de deviner la distribution des distances entre les énergies d'un noyau lourd. Donc à la place des valeurs propres, on regarde des énergies d'un noyau lourd. Et il dit voilà, donc, théoriquement, la situation est assez simple. Si on l'attaque d'une manière idiote, voilà, la question est juste de savoir quelles sont les distances entre les valeurs propres d'une matrice symétrique aléatoire. D'accord. Donc Wigner, une sorte de prophète, okay, a dit en fait c'est évident, les noyaux lourds, c'est trop compliqué, mais on regarde une matrice aléatoire, ça va être la même chose. Et il a raison. Okay. C'est le cas. Toute la théorie a commencé, et c'est quelque chose qui a vraiment été magnifique. Alors pour lui, c'est de manière idiote. Bon, je ne sais pas si j'aurais dit ça, mais bon, pour lui, il pense ça. D'accord. Et donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont vu dans cela? Donc en fait, ils ont regardé ce graphe. Donc ça, ce graphe, c'est scattering resonance, je pense une résonance de dispersion peut-être, d'un noyau d'uranium 238. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En gros, on a un noyau d'uranium 238 et on envoie un neutron avec une certaine énergie. Donc cet axe, c'est l'énergie. D'accord. Donc il y a deux possibilités, enfin il y a plus que deux, mais disons, soit le neutron va être repoussé par le noyau, okay, et ça c'est quand on a un pic, soit le neutron peut juste traverser sans problème le noyau, et c'est quand on a presque zéro ici. Okay. Donc en gros c'est ça, on envoie plein de différentes énergies, et on voit quand est-ce qu'il a été repoussé, quand est-ce qu'il n'a pas été repoussé. Okay. Donc c'est ça, ces énergies de résonance, c'est ça qui sont importantes pour étudier l'uranium. Et en fait à l'époque des années 50, de manière théorique ou de manière numérique, les ordinateurs n'étaient pas assez bons, on ne savait pas possiblement calculer l'interaction entre 238 particules. Okay. Donc on imagine on a un neutron qui va être avec des forces entre 238 particules qui entre elles interagissent aussi, donc c'était beaucoup trop compliqué, et donc c'est là où il a proposé à la place de faire une matrice aléatoire. Et si on prend l'uranium 238, on voit que en fait, la distance entre ces énergies, elle est aussi statistiquement donnée par la courbe de Godin. Okay. Donc c'était vraiment très, très, très fort, okay. Ça a bien marché, et il a réussi à faire ça. Okay, donc c'était vraiment pour modéliser ce type de choses. Donc dans la nature, on voit cette fonction de Godin dans les noyaux lourds. Okay, donc si on a beaucoup d'interactions entre elles, on ne sait pas quoi faire. À la place, on peut juste dire que l'interaction est aléatoire et on prend une matrice aléatoire. Et ça marche. Okay. Donc ça, c'est le début. La première fois qu'on a trouvé cette fonction Godin, même si on ne savait pas ce qu'elle était à la base, c'était pour prouver ça. Okay. Mais maintenant, peut-être un des plus beaux mystères, okay, la plus grande surprise de ça, c'est en théorie des nombres. Alors, c'était une histoire assez connue dans le domaine. Donc, en théorie des nombres analytiques, il y a une fonction qui est très, très importante, qui est la fonction zeta de Riemann. Okay, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de cette fonction zeta, notamment pour l'hypothèse de Riemann, je vais voir après. Donc, c'est quoi? En fait, c'est une série de 1 sur n puissance s, mais s c'est un nombre complexe, okay, donc on peut faire ça. Et donc ça c'est bien défini, c'est la partie réelle est plus grande que 1. Okay, c'est un exercice, si vous savez faire convergence de série. Okay. Et notamment pourquoi c'est en théorie des nombres, à la base là il n'y aurait pas trop de raisons. En fait c'est Euler qui a prouvé cette chose. En fait là on peut l'écrire comme un produit sur les nombres premiers, okay, de 1 sur moins p puissance s. Donc en fait
comprendre la fonction zeta, notamment, aide beaucoup à comprendre des choses d'arithmétique, comme les nombres premiers et autres choses. Donc c'est pour ça que cette fonction est très importante dans la théorie des nombres. C'est par rapport à cette égalité, entre autres. Okay. Donc, même si on peut définir que sur la partie réelle plus grande que 1, on peut en fait la définir sur tous les nombres complexes à part à 1. Okay. Ça s'appelle le prolongement analytique, je ne vais pas tomber là-dedans. Okay. Mais du coup, pour n'importe quel nombre complexe à part 1, on peut définir cette fonction. Okay. Notamment, si on prend les entiers pairs mais négatifs, on obtient 0. Okay. Donc zeta à moins 2, à moins 3, à moins 4, à moins 5, c'est que ça font 0. Donc bien sûr, si on reste cette formule, ça peut paraître un peu absurde. Okay. C'est-à-dire que si je fais la somme de tous les carrés, ça fait 0. Okay. Mais bon, ça donne du sens sur la fonction zeta. Okay. Donc ça s'appelle les zéros triviaux. Et donc ça, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'hypothèse de Riemann, okay, qui dit qu'en fait que les autres zéros, les zéros non triviaux de la fonction zeta, ont pour partie réelle un demi. Okay, donc c'est ça. Donc cette hypothèse, si vous la résolvez, déjà vous gagnez $1 million, c'est déjà pas mal. Okay, c'est un problème du millénaire de l'ICM. C'est peut-être le problème le plus connu que les gens essayent de résoudre. D'ailleurs, je crois que récemment, peut-être aujourd'hui, il y a eu un développement sur, pas une preuve de ça, mais sur aller un peu plus loin par un chercheur chinois assez connu. Mais voilà, c'est un problème très ouvert, très important. Beaucoup de gens essayent de la prouver, et pour l'instant, ça fait voilà, autour de 200 ans, presque bientôt, que ça n'a pas été prouvé. Ok. Mais même si on ne sait pas le prouver, peut-être pas tout le monde, mais la majorité des gens pensent que c'est vrai. Okay, les gens sont allés à des hauteurs à 10 puissance 100, 200, 300, et n'ont jamais trouvé un autre zéro. Donc ils se sont dit, bon, c'est possible qu'il y en ait un très très haut, je ne dis pas que c'est... peut-être que j'aurai tort, dans 50 ans on prouverait qu'il y en a un, mais pour l'instant on croit que c'est vrai, donc supposons que c'est vrai. Okay, donc les zéros non triviaux, je vais noter un demi, plus i, une partie imaginaire. Okay, donc théoriquement, la fonction zeta... je ne sais pas si vous voyez grand chose ici, mais on a 0, on a 1 ici, qui est un axe important, et là on a un demi, et donc on a tous les zéros qui vont être là. Donc ça, j'écris ça, 1 demi plus i gamma i. Okay, donc sur l'axe. Donc ce qui est assez compris sur ces zéros-là, c'est qu'ils se rapprochent de plus en plus. Okay, donc ça veut dire que le plus haut on va, et le plus il y en a, le plus il y en a, le plus il y en a, parce qu'on voit que c'est comme t log de t. Si c'était juste t, ça grandirait de manière linéaire. Mais là, ce log de t en plus fait qu'il y en a de plus en plus sur l'axe 0. Donc juste renormaliser, c'est-à-dire qu'à la place de considérer juste gamma i, je considère oméga i qui est comme ça. Okay, mais encore une fois, ce n'est pas très important. On peut supposer que ça, c'est un 0. Okay, c'est juste renormaliser, mais ce n'est pas très important. Ok. Donc ça, c'est sur la fonction zeta et sur les zéros. Et donc, il y a cette magnifique conjecture de Montgomery, en fait, qu'en moyenne, l'espacement entre deux zéros de la fonction zeta, c'est pareil que deux valeurs propres. Okay, ça, c'est Godin, la fonction Godin apparaît en théorie des nombres sur la fonction zeta. Donc, il y a une histoire assez connue de cette chose. C'est Montgomery, un théoricien des nombres, à l'époque assez jeune, 30 ans. Et il était à l'Institut d'Advanced Study, à Princeton, et il est arrivé, et Freeman Dyson, qui était un des chercheurs que je vous ai montré avant, était aussi là-bas, et il lui parlait, il lui a dit « Ah ouais, voilà ce que j'ai trouvé, j'ai réussi à trouver une fonction pour l'espacement entre deux zéros », et Freeman Dyson se serait levé, serait sur le tableau, et il a dit « Est-ce que c'est ça ?» Et il a écrit la fonction de Godin, et Montgomery a dit « Ah oui, comment tu sais ?» Il a dit « Ça, c'est entre deux valeurs propres d'une matrice aléatoire. » Et donc c'est une des plus belles conjectures en fait liées entre la matrice aléatoire et autre chose, parce que là il n'y a vraiment aucune raison d'avoir ça à la base. Il n'y a aucun aléa, il n'y a pas de probabilité, il n'y a rien. Okay, c'est une fonction zeta, tous les zéros sont déterministes, okay, on peut techniquement tous les calculer, il n'y a aucune raison que c'est aléatoire. Et pourtant, la distance entre deux zéros est la même que deux valeurs propres. Okay, donc c'est vraiment cette universalité, quand je vous ai dit qu'elle apparaît... Bien sûr, on peut changer dans la matrice qui se passe, mais là, c'est vraiment au-delà de ça. Okay, c'est la fonction zeta qui n'a à la base aucun rapport. On retrouve cette fonction de Godin. Donc, notamment, Odlyzko est un grand chercheur, notamment pour le calcul numérique. Donc, il a réussi à calculer l'espacement moyen entre les valeurs propres à des hauteurs très très hautes, je crois 10 puissance, je crois que ça c'est 12 ou 20. Enfin, voilà, donc c'est très, très haut zéro.
et il obtient quelque chose qui est vraiment très très proche de cette fonction de Godin. Okay, donc c'est assez magnifique. Donc Montgomery a prouvé une version très faible de cette conjecture, mais en fait la vraie preuve est toujours ouverte, okay, et personne pour l'instant n'a vraiment d'idée comment prouver ça. Mais c'est quelque chose de vraiment très beau. Okay, donc en théorie des nombres, cette variable aléatoire apparaît, et pour à la base aucune raison. Bon, je suis un peu trop loin sur la fonction de Montgomery. Donc, okay. Un autre domaine où les matrices aléatoires apparaissent de manière assez étrange encore une fois, parce qu'il n'y a pas de probabilité non plus dans ce que je vais dire, c'est en théorie du chaos quantique. Alors c'est quoi la théorie du chaos quantique? Donc si on considère un billard, okay, avec une réflexion spéculaire, donc spéculaire ça veut juste dire que si je tombe sur je garde le même angle, d'accord, je juste réflecte, imaginez comme la lumière sur une surface, ok, et je fais ça. Donc il y a deux types un peu de systèmes, ok. Là par exemple si je prends un cercle dans un cercle et je fais boum 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 boum, et bien on obtient quelque chose de très régulier, okay, c'est pas un système intégrable, bon, c'est-à-dire si vous me donnez où je commence et combien de temps vous allez le faire, ben je sais exactement où ça va être assez facilement. Okay. En revanche, si par exemple je mets un cercle dans un carré cette fois-ci, qui s'appelle le billard de Sinaï, okay, et ben on voit que c'est extrêmement chaotique. Okay, alors bon, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais bon, si vous commencez à un point et vous me dites ok je vais faire pendant 3 minutes boum boum boum, vous n'avez aucune idée où est-ce que je suis. Okay, c'est vraiment complètement aléatoire. Et notamment si je commence juste à côté, et ben, ça peut vraiment aller à un autre endroit complètement à la fin. Okay, donc c'est un système chaotique. À la théorie du chaos, c'est un peu l'effet papillon. Okay, si vous commencez même très proche au même endroit, vous allez finir très très loin à la fin. Okay, parce que c'est le chaos vous met là-dedans. Okay. Donc ça, la réflexion spéculaire sur des billards, ça s'appelle la théorie du chaos classique, disons. Et on peut quantiser tout ça. Ça veut dire qu'à la place, on regarde pas juste une boule de billard qui va se réfléchir sur le truc, mais un électron par exemple. Okay, donc une particule quantique. Donc c'est plus compliqué, mais il y a une équation qu'on peut regarder qui s'appelle l'équation d'Helmholtz. Okay, donc bon, elle n'est pas très compliquée en fait, mais elle est très compliquée à résoudre. Mais c'est le Laplacien. Donc le Laplacien, c'est juste la deuxième dérivative en x et en y par exemple. D'une fonction propre égale moins EK la fonction. Okay, donc il faut résoudre en E, il faut trouver EK et psi-K, okay, donc il faut trouver les deux. Et il y a une condition au bord qui est qu'elle doit faire 0 au bord du domaine. Okay, donc c'est une équation, on appelle l'équation d'Helmholtz. Ça c'est ça qui dirige la dynamique d'une particule quantique sur ce billard, disons. Donc les EK, on peut voir ça comme une valeur propre du Laplacien. Vous voyez, puisque c'est, pour ceux qui ont déjà vu ce que c'est une valeur propre, normalement une matrice on a A U égale lambda U, d'accord, ça c'est pour une valeur propre vecteur propre. Ben là on a delta psi égale moins E psi. Enfin moins E d'ailleurs, une valeur propre, pas E. Mais... Okay. Donc ça c'est l'équation d'Helmholtz. Donc ces E ont notamment été très étudiés, notamment on sait comment ils grandissent. Okay, donc eux ils grandissent linéairement, il n'y en a pas de plus en plus, okay, il y en a juste linéairement les mêmes. Okay, donc bon. Ça paraît un peu plus compliqué, c'est plus vers la fin, donc des choses un peu plus compliquées mathématiquement, mais c'est pas hyper compliqué non plus. Mais en fait, il y a une conjecture qui s'appelle la conjecture de Boegas, Giannoni, Schmidt, okay, qui sont 3 physiciens, qui ont dit que si on prend un système chaotique comme le billard de Sinaï, par exemple le stade en est un autre, enfin, des choses comme ça, eh bien, on a la même chose en moyenne, l'espacement entre deux valeurs propres du Laplacien sur ce domaine tend vers l'espacement de deux valeurs propres. Okay. Donc encore une fois, c'est assez surprenant parce qu'il n'y a pas du tout de probabilité. Okay, ici, c'est juste une équation, c'est pas une équation de dérivée partielle, c'est juste une équation, il n'y a pas de probabilité. Et pourtant, on trouve la même loi que deux valeurs propres du matrice aléatoire. Okay. Cette conjecture aussi est encore très très ouverte. Okay, si vous résolvez ça, et j'espère que peut-être l'un de vous le fera, ce ne sera pas dur de trouver un job après, disons. Mais depuis 1984, ça a été très étudié et pourtant toujours ouvert. Et voilà, donc ils ont notamment dans ce papier regardé statistiquement les valeurs propres du Laplacien et un système chaotique. Donc dans le billard de Sinaï, j'ai pris ce truc du papier de Boegas, Giannoni, Schmidt, et on voit qu'on retrouve exactement cette fonction de Godin. Okay, donc c'est vraiment très mystérieux. Je pense que ça, en théorie du chaos quantique et pour la fonction d'état, sont peut-être les deux plus belles apparitions de cette fonction, parce qu'il n'y a aucune probabilité, il n'y a aucune raison à la base d'avoir cette fonction, et pourtant on l'a.
Et donc, la dernière chose que je voulais vous parler, c'est en fait en dehors des maths. Okay, donc là, on n'a même plus de mathématiques. Okay. On considère un système de bus dans une ville. Donc, c'était dans les années 90. Je ne sais pas si ça a changé, donc j'ai mis il n'y avait pas. Peut-être qu'il n'y a toujours pas de système de transport, je ne sais pas, mais à l'époque, en tout cas, il n'y en avait pas. Donc, c'est une ville au Mexique, à Cuernavaca. Il n'y avait pas de transport public à la base, c'était des chauffeurs qui avaient leur propre bus, okay, qui faisaient des routes et qui prenaient les passagers et qui les mettaient à l'autre part, mais ce n'était pas la ville qui dirigeait ça. Chaque chauffeur avait son propre bus. Okay. Et en fait, le problème à la base, c'est que quand on a son propre bus, on ne sait pas où est-ce que sont les autres bus. Donc du coup, ça arrive souvent qu'un bus arrivait et en fait, exactement au moment où un autre bus venait d'arriver et prenait tous les passagers, donc lui, le deuxième arrivé, il n'y avait plus personne à prendre, donc il n'y avait pas d'argent. Donc c'était un peu un problème. Et donc ils ont résolu ce système par, il y avait d'autres personnes qui enregistraient le passage des bus à des passages clés de la ville. Okay, donc ils attendaient à un endroit, et ils avaient un carnet, ils disaient voilà, ce bus est passé, ce bus est passé, ce bus est passé. Et ensuite ils vendaient ce carnet au chauffeur. Comme ça le chauffeur avait une idée de est-ce que je dois accélérer, est-ce que je dois ralentir, est-ce que je dois tourner dans une autre route parce que c'est déjà trop occupé, etc. etc. Et du coup ils pourraient optimiser leur distance avec le bus précédent. Okay. Donc il y a eu deux physiciens tchèques qui étaient intéressés par ce système, okay, Krbalek et Cheba, et ils ont trouvé qu'en fait, si on prend sur une ligne, je crois la ligne 4, ils avaient pris, et ils ont regardé l'espacement entre deux bus de ce système de transport, et bien on trouve exactement encore la fonction de Godin. Okay. Donc là, même, la fonction zeta, c'est déjà bizarre, okay, mais là on est vraiment en dehors des maths. On regarde l'espacement entre deux bus d'un système qui est vraiment purement humain maintenant, d'accord, parce que ça dépend vraiment d'acheter un autre humain les informations du bus précédent, etc., etc. Et ils obtiennent exactement, c'est une approximation, mais quelque chose qui est très proche de la fonction de Godin. Okay. Donc ça, c'était aussi un mystère. Il y a des mathématiciens qui ont essayé qui ont d'ailleurs créé un modèle pour expliquer pourquoi ça serait vrai. Okay. Notamment, je crois que c'est Bike, Dave et peut-être Johansson, enfin les mêmes gens que j'avais expliqué avant sur Tracy Widom. Mais c'était assez mystérieux, assez beau comme papier, parce que c'était la première fois qu'on trouvait cet espacement entre les valeurs propres en dehors des maths. Okay. Donc en conclusion, je vais finir là. Donc les valeurs propres des matrices aléatoires se trouvent dans de nombreux domaines, et notamment mystérieusement, c'est-à-dire que la fonction zeta ou la conjecture de Boega-Johnny-Schmidt sur le théorie du chaos quantique sont des choses que, même par les physiciens, ne sont pas complètement comprises. Okay. Alors, certains disent que oui, certains disent que non, c'est compris, mais c'est assez étrange que ça apparaisse dans des choses comme ça, vraiment très différentes. Donc, l'universalité aussi, il y a d'autres domaines, on pourrait dire l'algorithmie, les statistiques, réseau de neurones, l'écologie. Dans plein de domaines, les matrices aléatoires apparaissent pour différentes raisons. Je vais donner que celles qui étaient assez faciles à expliquer et assez belles. Mais voilà, pour les matrices aléatoires, si on regarde juste changer les entrées de la matrice, c'est maintenant relativement bien compris, depuis à peu près 10 ans, que ça a vraiment explosé ce domaine. Et encore maintenant, les gens écrivent des papiers là-dessus, mais c'est assez bien compris. Mais que le fait que ça apparaisse dans ces domaines comme la conjecture de Montgomery ou Boega-Johnny-Schmidt, c'est vraiment mystérieux, okay, mathématiquement. Et j'espère que quand vous serez, disons, adulte académiquement, vous verrez la solution. En fait, si on réfléchit, il semble que la répulsion entre les valeurs propres est quelque chose d'important. Par exemple, le bus, c'est parce qu'il y avait une répulsion entre les bus qui donnait la même loi, et ce genre de choses. Ou alors le chaos. Quand on a vu le théorie du chaos quantique, c'était que les systèmes chaotiques qui donnaient cette chose-là. Mais ça pose quand même des questions. C'est par exemple la fonction zeta. Pourquoi la fonction zeta serait liée au chaos ou serait liée à la répulsion des valeurs propres? C'est quelque chose qui n'est pas du tout évident et qu'on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Donc c'est des choses qui posent encore plus de questions en fait par rapport à ça. Donc c'est le chaos et la répulsion des valeurs propres donnent les matrices aléatoires, et la fonction gaussienne par exemple, elle vient d'événements indépendants. Okay, c'est l'indépendance des événements qui donne vraiment la fonction gaussienne, et c'est peut-être le chaos et la répulsion qui donnent les valeurs propres. Okay. Donc merci de votre attention, je vais m'arrêter là.